Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au brame du cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Briot, président de la commission Grand Gibier et grand spécialiste du cerf, pour échanger autour de la gestion et l'évolution des populations de cette espèce emblématique de nos forêts. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Pierre, les cerfs sont aujourd'hui très présents sur tout le territoire français. Ils ont pourtant connu des périodes de quasi-disparition en France. Pouvez-vous retracer brièvement l'évolution historique de ces populations ? Il y a 40 ans, le cerf était absent dans l'ouest du départ de la France, peu présent dans les montagnes alpines. Il y en avait, mais c'était vraiment peu. Après, il y en avait dans l'est, dans le nord-est de la France, il y en a depuis longtemps. Je vous ai dit qu'il y avait déjà à l'époque romaine, les Romains chassaient le cerf dans les forêts du Donon. Petit à petit, ça a colonisé. Alors, il y a eu des lâchers qui font que, surtout dans les régions montagneuses, il y a beaucoup de cerfs dans les Alpes maintenant. Il y a du cerf dans le Massif central. Il y a du cerf dans le centre de la France. Il y a du cerf Bretagne, il n'y en avait pas beaucoup, ça commence. Donc pratiquement tout le nord de la France n'est pas colonisé par le cerf, mais il y en a pratiquement partout. Et par endroits, il y en a trop. Qu'est-ce qui explique comme ça cette expansion des cerfs dans la moitié du XXe siècle ? C'était la volonté de laisser coloniser naturellement, donc de territoire en territoire, l'espèce a progressé. Elle n'était pas chassée justement pour qu'elle puisse progresser. Et à d'autres endroits, il y a eu des introductions de cerfs, ou réintroductions, mais plutôt les introductions, dans certaines régions, dans les Alpes, dans d'autres secteurs. Je ne vais pas vous citer tous les endroits. Et du coup, ça a fait apparaître des populations, des vraies populations de cerfs. Alors, dans le nord-est, dans le Jura, dans les Alpes, dans le Massif central, je vous ai dit. Dans les Pyrénées, ça a augmenté également. Et il y a des zones de plaine qui colonisent. Par exemple, mon département des Vosges, il y en avait essentiellement dans la partie montagne, c'est l'Est. Et la plaine était peu pourvue de cerfs, à part un secteur. Et maintenant, il y en a pratiquement dans tout le département. Voilà. Pourquoi a-t-on introduit des cerfs français en France, pardon. Pourquoi a-t-on introduit des cerfs en France ? C'était des cerfs français, pour reprendre votre expression, parce que c'était des cerfs de Chambord. C'était Chambord qui était le fournisseur pour ce genre de... Et selon le territoire, selon la richesse du territoire, les cerfs de Chambord sont ni grands ni petits, c'est des cerfs moyens. Et transposés dans des territoires, il y en a qui ont pris des allures de monuments. Comme quoi, avec la même souche, là, les gènes sont là, mais il y a le territoire, la tranquillité et la nourriture font que le cerf est devenu de plus en plus massif, plus gros, plus grand. Où retrouve-t-on en France aujourd'hui les plus grandes populations de cerfs ? En densité, alors il y a des secteurs dans les Alpes où il y a beaucoup de cerfs. Il y a certains départements dans le Massif central, le Cantal, Corrèze, Dordogne, il y a beaucoup de cerfs. Les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, les départements du Nord-Est, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, il y en avait plus que maintenant parce que les populations étaient réduites dans les derniers que j'ai cités. Mais enfin, vous voyez, il y a encore dans le centre de la France, dans les grandes forêts, là, il y a encore des belles populations de cerfs autour de la Sologne, tout ça. Pourquoi là plus qu'ailleurs ? Parce qu'il y a déjà... c'est des forêts. C'est un animal qui était un animal de steppe, mais qui maintenant est plus forestier, parce que les zones ouvertes sont toutes cultivées. Donc on ne peut pas mettre des cerfs dans des champs de maïs ou dans des champs de blé, etc. Donc
ils sont dans les grandes forêts. Si c'est des petites forêts, c'est trop petit pour... si c'est des petits bocteaux à droite, à gauche, bon, ils s'y plairaient, mais c'est pas là qu'on va introduire une population. Donc c'est là où il y a de grandes forêts suffisamment riches pour y dire on y introduit des cerfs, ou dans des zones plus sauvages. C'est le cas des Alpes, où il y a des secteurs qui ne sont pas très habités, etc. Donc on a trouvé opportun d'introduire ou de faire progresser les populations de cerfs. Comment fait-on aujourd'hui pour estimer et évaluer et regarder l'évolution en fait, des populations de cerfs en France? Alors l'évolution, ça se fait au niveau d'un département. Et puis l'autre département fait la même chose, et après on cumule les départements pour avoir la population française. Donc moi je suis responsable d'un département, je sais que les cerfs progressent ou ne progressent pas au travers des plans de chasse déjà. Si les plans de chasse, vous avez à une année N 1000 cerfs attribués, le J-cerf c'est cerf bichefant, hein, c'est l'espèce. Et que vos plans de chasse, alors pour faire 1000 cerfs, il faut qu'il y ait 2000 et quelques biches pour produire 1000 sujets. Si en faisant 1000, vous voyez que la population se stabilise, ça veut dire que vous tirez l'accroissement. Et pour produire 1000 individus tous les ans, il faut qu'il y ait, grosso modo, un peu moins de 2000 biches. Bon, alors ça... c'est la première situation. Après, vous voyez que 1000, ça ne suffit pas, que ça progresse. Il y a les forestiers qui s'énervent parce qu'il y a des dégâts à droite, à gauche, on a vu des hardes, etc. Donc, on voit que ça ne suffit pas, donc il faut à nouveau augmenter, et c'est une population qui augmente. Mais dans tel ou tel secteur, vous voyez, ce n'est pas dans tout le département. Alors, dans ces secteurs-là, on peut faire des comptages. On peut faire ce qu'on appelle des ICE, c'est des indices de changement écologique, qui vous donne une réponse sur l'indice d'abondance, c'est les comptages, l'indice de performance, c'est le poids des fans, et l'indice de pression sur la faune, c'est ce qu'on appelle, c'est des exercices, disons, de calcul sur le nombre d'arbres touchés à la telle hauteur, etc. C'est ce qu'on appelle l'indice de consommation ou l'indice d'abrutissement, c'est les abrutissements. Je ne veux pas vous donner tout le détail, c'est trop compliqué. Mais avec ça, on peut savoir si l'espèce est en équilibre avec son milieu ou si elle n'est plus en équilibre, c'est-à-dire trop nombreuse. Et au travers des comptages, on peut avoir l'historique. Les comptages que vous faisiez, moi, ça fait 40 ans que je fais les comptages. Et je sais, à une époque... il y avait une réserve qui n'avait pas été chassée, de 800 hectares qui n'avait pas été chassée pendant 29 ans. Il y avait une vraie ménagerie. Alors, on a fait des comptages. On a trouvé beaucoup d'animaux. Après, on a adapté les plans de chasse pour réduire les populations. On les a réduites. Et maintenant, on continue toujours à faire des comptages avec une population plus faible que celle qui existait à l'époque, mais qui apparemment serait encore trop forte. Voilà. Et si on trouve toujours la même chose, ça prouve qu'elle ne descend pas. Et comment aujourd'hui qualifieriez-vous l'état des populations de cerfs en France ? On peut dire que c'est en bon état. Il y a beaucoup d'endroits où il va falloir les réduire parce que c'est les impératifs de la production forestière qui font que il faut surtout que maintenant il y a la problématique du réchauffement climatique. Donc ça dégrade beaucoup les forêts. Donc ça plus des dégâts de serre, c'est plus ça passe plus. Avant, quand il n'y avait pas de problème de changement du réchauffement climatique, il n'y avait pas les arbres scolytés qu'on a maintenant, le périssement par dessèchement, etc. Donc les dégâts en eux-mêmes étaient peut-être trop forts, mais plus supportables que maintenant. Donc maintenant, il va falloir remettre les pendules à l'heure, comme on dit. La forte présence du cerf est parfois critiquée pour ses effets sur la régénération forestière. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Que pensez-vous justement de ce sujet ? Quel est l'impact déjà dans un premier temps des cerfs sur les forêts ? Alors,
c'est vrai que quand on constate qu'il y a de l'abrutissement sur une zone forestière, s'il y en a trop, il n'y a plus de régénération naturelle. Et après, il faut faire des protections, il faut trouver des systèmes pour que la forêt puisse se perpétuer et repousser. Alors on dit c'est le cerf. Et on n'a pas tort, c'est le cerf. Mais parfois, il y a l'humain qui fait que le cerf est obligé d'en arriver là. Et c'est vrai qu'il existe des dégâts dans les forêts, des dégâts dits d'abrutissement. Les petites pousses n'arrivent pas à progresser, où les branches terminales des arbres sont mangées, donc il n'y a plus de bourgeons, l'arbre n'arrive plus à grandir. Donc ça, c'est grave. Alors, c'est effectivement le cerf qui fait ça. Mais il faut prendre la problématique dans son ensemble. Le cerf, s'il est dérangé, s'il est stressé, il va créer beaucoup plus de dégâts parce qu'il va déjà écorcer. S'il n'est pas stressé, il n'écorce pas. S'il est stressé, il écorce. Qu'est-ce que l'écorçage ? L'écorçage, c'est le cerf qui, avec ses dents, ou la biche bien sûr, arrache de l'écorce sur un arbre. Alors c'est toujours des arbres d'un certain calibre. Ça peut être des feuillus, ça peut être des résineux. Mais c'est quand l'écorce est relativement encore malléable, molle, pas très dure. Et ça lui constitue une sorte de bol alimentaire caoutchouteux. Et c'est un peu comme un chewing-gum. Et c'est une façon de lutter contre le stress. Et ça fragilise l'arbre ? Et oui, parce que si c'est écorcé sur un quart de la périphérie, ça va. Mais si c'est sur plus de la moitié, l'arbre il va sécher. Il n'a plus d'écorce. C'est sur une hauteur de peut-être 20 cm, mais si ça fait toute la circonférence, l'arbre, il est... Donc, et puis, il n'y en a pas qu'un, ça peut être l'autre à côté, etc. Donc, parce que c'est possible de voir dans un même secteur de l'écorçage dans une parcelle et pas dans l'autre, à côté, et avec des arbres quasiment identiques. Eh bien, c'est pourquoi ? Parce que dans une parcelle, il y a eu 3-4 animaux stressés qui ont provoqué de l'écorçage. Dans l'autre, ils n'y sont pas venus. Et il y a d'autres animaux et c'est pas écorcé. C'est pour ça que l'écorçage, c'est essentiellement dû au stress. Mais le stress, c'est pas le cerf qui l'invente. C'est les phénomènes extérieurs qui provoquent le stress. Alors, ça peut être la pression de chasse trop forte. Les animaux ont peur parce que la chasse est pratiquée de manière trop intense, parce qu'on demande à ce que les animaux soient prélevés, etc. L'année dernière, vous n'avez pas fait le quota, donc cette année, il va falloir... Et résultat, c'est l'inverse de ce qu'on recherche. En poussant les gens à plus chasser, à trop chasser, vous augmentez les dégâts par le biais du stress. Alors que si on appuyait un peu plus sur le frein, il y aurait moins de stress, il y aurait peut-être moins de dégâts avec la même quantité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas diminuer la population, mais je veux dire il faut agir sur tous les leviers. Les chiens errants, par exemple, en hiver, en montagne, vous avez des animaux, ils vivent au ralenti en hiver. Et parce qu'il y a de la neige, etc., ils arrivent à vivre au ralenti. C'est formidable. Alors, ils ont une physiologie qui est particulière. En hiver, je dis bien en montagne, ils ont la température corporelle qui est 15 degrés en dessous de la température. Alors, sur certains secteurs du corps, ceux qui sont en contact avec le froid, 15 degrés en dessous de la température corporelle. Pour, justement, ne pas perdre de calories. Ils ont une fourrure épaisse, c'est la bourre, avec des grands poils lisses, c'est l'imperméable. Ils ont aussi une alimentation qui est différente en hiver. En été, ils consomment de l'herbe, c'est très énergétique, mais il faut beaucoup d'énergie pour digérer cette herbe. En hiver, ils consomment des aliments semi-ligneux et ils arrivent à avoir... la digestion de ces semi-ligneux se fait automatiquement par les bactéries de la panse.
Donc le cerf ne dépense rien pour digérer, contrairement à ce qu'il faisait quand il mangeait de l'herbe. De ce fait, il a aussi une contraction de la panse pour diminuer son appétit. Vous voyez, tout est fait pour économiser l'énergie à condition qu'il soit dans un contexte de quiétude. Si vous le dérangez, si vous le chassez, si vous redéclenchez le mode diesel en mode kérosène, c'est-à-dire comme en été. Et paradoxalement parlant, le métabolisme de base consomme 60% de ce qu'il consomme en été, en hiver, alors qu'il fait froid, etc. Parce que c'est une espèce exceptionnelle qui a réussi à s'adapter. Vous voyez ? Donc, si vous avez en hiver des chiens errants, une maison qui est près de la forêt, qui chassent ces animaux-là tout l'hiver, ou plusieurs nuits d'hiver, ils font des kilomètres, ils n'arrivent plus à récupérer, c'est pas possible. Et ils vont faire des dégâts d'écorçage. L'herbe n'est plus accessible, ils vont s'attaquer aux arbres. Donc, c'est le cerf qui a fait les dégâts, mais le fautif, c'est les chiens. C'est le propriétaire des chiens qu'il faut verbaliser. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres choses comme ça. Donc, il faut prendre tout en considération, et le stress, c'est capital. Si on gère le stress, on va gérer les dégâts indirectement. Et comment aujourd'hui est gérée justement la chasse du cerf en France ? Est-ce qu'il y a différents types de chasse déjà au cerf ? Les cultures cynégétiques sont très différentes entre les zones nord-est, les zones ouest, les zones sud. Chacun a ses habitudes de chasse. Le centre, la chasse à courre. Alors la chasse à courre, on dit, alors là où il y a du stress, mais c'est vrai qu'il y a du stress, mais sur un animal. L'animal qui est pris. Moi, j'imagine sur les autres individus qu'il peut y avoir en forêt la également. meute passe, mais elle suit l'animal qui est chassé. Et ça se produit peut-être une fois, 2 fois dans l'année sur le même animal. Tandis que la chasse classique, traditionnelle, qui n'est pas de la chasse à courre, qui paraît moins violente, est beaucoup plus stressante. Parce que quand vous traquez dans une enceinte, vous ne traquez pas un animal, vous traquez tous les animaux. Hein, et ça dure un moment. Et les animaux, ils partent à côté, s'ils arrivent à sortir. Et la semaine suivante, c'est le voisin qui va les traquer, qui va les chasser. Donc ça n'arrête pas. Entre l'ouverture et la fermeture, ils sont chassés en permanence. Et c'est trop. C'est bien plus stressant qu'une chasse à courre. Mais il ne faut pas... La chasse à courre, c'est violent, c'est ceci, c'est ça. Non, c'est... Tout doit être fait avec raison. Il faut essayer de trouver les bonnes solutions. Une fréquence de chasse qui n'est pas trop forte et des actions de chasse pas trop violentes pour que le stress ne soit pas trop fort. Et que le stress trop fort, c'est une garantie de dégâts importants. Donc le modèle doit s'adapter en fonction des régions, en fonction des différentes problématiques qu'on peut avoir, ou alors est-ce qu'il y a un modèle qui est efficace dans une région qu'on peut adapter aux autres régions ? Changer la culture des chasseurs d'une région, c'est difficile. Et je respecte leur façon de faire à tous. Et seulement, c'est les cadences qu'on peut modifier. Le stress, c'est terrible quand c'est répétitif. On peut avoir des modes de chasse stressants, mais si ce n'est pas répétitif, il faut aussi qu'il y ait un peu de stress sur les animaux sauvages, parce que s'ils n'étaient jamais stressés, ils seraient plus sauvages. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'overdose. Voilà, c'est ça. Donc, à chacun, s'il n'y a pas de problème de dégâts, s'il n'y a pas de problème... Mais c'est surtout en hiver, quoi. Il faut pas forcer la dose en hiver. Ils sont vulnérables, ils n'ont plus la nourriture et c'est là qu'ils font des dégâts. Il vous manque plus qu'une biche à faire pour faire votre mini, parce qu'on est obligé des quotas, on est obligé de faire un minimum à atteindre. Pour le dernier, vous dites on fait une battue parce qu'il nous en manque une, on veut être dans les clous. Alors en hiver, ils se regroupent. Alors vous dérangez pas une biche ou la cellule de base, biche-fan-bichette, vous dérangez un groupe de 15. Parce que toutes les copines, les voisines, les cousines, tout ça se sont réunis. Et bien vous multipliez la dépense d'énergie par 15. Alors que votre biche, que vous n'avez pas faite, elle fait 500 mètres par jour en hiver.
Alors là, vous avez fait faire 10 km à 15 animaux. Ça fait 150 km pour les 500 mètres que l'autre fait tous les jours. Vous voyez, si on réfléchit, c'est aberrant. En tant que président de la commission Grand Gibier, c'est quelque chose justement que vous essayez d'enseigner aux personnes avec qui vous Mais vous bien chassez? sûr, j'essaye d'inculquer ça à mes collègues chasseurs, mais surtout aussi aux forestiers pour qu'ils comprennent. Mais c'est le grand public aussi. Le grand public. Ça peut être des skieurs, ça peut être des gens qui se promènent dans la forêt avec un chien qui n'est pas tenu en laisse. Mon chien, il chasse pas, mais d'un seul coup, il part comme un obus, parce qu'il chasse pas, parce qu'il n'y avait pas de serre autour de la maison du propriétaire. Ou au dérangement en période de brame également? Alors, en période de brame, on arrive même à avoir des propositions de battues pendant le brame pour être plus efficace. Ça, je n'accepterai jamais. C'est un sacrilège de faire ça. Mais ça c'est l'administration. Pourquoi pour vous c'est un sacrilège? Parce qu'on ne va pas mettre des chiens aux fesses des cerfs quand ils sont en période de reproduction. On peut encore prélever des animaux pendant le brame, discrètement, sur des animaux, soit des vieux qu'il faut récolter, ou soit des animaux qui ont des problèmes. Mais on ne va pas tirer le grand dominant s'il a 7 ans. Vous voyez, faut le laisser faire son travail jusqu'à 10-12 ans. Mais discrètement, si le vent tourne, on n'y va pas. Et il y a des gens, ils vont, des photographes, même des chasseurs, ils vont au brame, le vent tourne, ça fait rien. Mais ils se font sentir tout de suite. Ils disent, aujourd'hui, ça ne brame pas. On ne l'a pas vu. Ben oui, évidemment, le vent tourne. Les cerfs ont tout de suite compris que... Donc c'est fini, on ne les entend plus. Et comment fait-on pour prélever un animal discrètement en période de brame? Il faut beaucoup de patience. Il faut être pas aussi rusé qu'eux, parce qu'on ne peut pas être aussi rusé qu'eux. On ne vit pas dans la forêt 24 heures sur 24. Mais il faut beaucoup de patience, il faut attendre, et il faut être sur un secteur à bon vent, par rapport à l'endroit où vous les avez entendus, où vous pensez qu'ils sont. Donc s'ils se déplacent, s'ils se rapprochent de vous, vous êtes à bon vent, vous avez déjà des chances de les voir, mais ce n'est pas du garanti. Et évidemment, dans les secteurs, dans les parcs animaliers, etc., où les cerfs ne sont pas prélevés, il n'y a pas ce phénomène de peur de l'humain. Et ils sortent devant les visiteurs, etc., sans problème. Mais alors là aussi, je vais vous parler donc de l'humain prédateur et de l'humain qui n'est pas prédateur. Vous, monsieur Nicolas, quand vous êtes promeneur dans la forêt, vous dites, tiens, je vais traverser, je vais passer là, je vais arriver sur le sommet, je redescends, je reviens, tranquillement, comme un promeneur. Moi, je ne suis pas un trailer, je suis un promeneur. C'est un trailer, c'est pareil, remarquez, mais ce n'est pas la même cadence. Et vous traversez la forêt comme ça. Vous savez peut-être même pas qu'il y a des cerfs dans la forêt. Vous allez être à la limite un perturbateur. Parce que vous faites du bruit, parce que vous passez à côté d'eux. Vous ne les voyez pas, mais ils sont tout près, vous êtes passé à côté. Mais ils n'ont pas bougé. Par contre, si Jean-Pierre va dans la forêt avec une carabine, en disant, ce soir, je sors, je vais à la chasse. Pour dire, ce soir, je tire qu'un vieux cerf. Un vieux cerf, vous avez une chance sur 100 d'en tirer un. Donc, ça veut dire, je sors, je tire pas. Mais j'ai la carabine. Et c'est pas le fait d'avoir la carabine, mais dans ma tête, je deviens un prédateur. Je veux capturer un animal. Hein. Je me concentre sur l'animal. Et le fait de me concentrer sur l'animal, je dégage ce qu'on appelle des ectomones. Les phéromones, c'est des microparticules sémiochimiques qui circulent entre le mâle et la femelle, ou entre la mère et le petit, ou entre deux animaux, mais de la même espèce. Les ectomones, c'est quand c'est d'une espèce, c'est la même chose, mais d'une espèce à une autre. Seulement, la différence entre les cerfs et les humains, c'est que moi, je ne perçois pas les ectomones, je n'ai pas l'organe olfactif développé pour les percevoir, tandis que lui, il les perçoit. Et un humain qui est concentré sur la recherche d'animal, il devient prédateur. Alors, ça peut être un chasseur, mais un chasseur photo, c'est pareil. Il se concentre,
il n'a pas de carabine. Mais pour le cerf, c'est les mêmes ectomones. Un humain qui n'a ni carabine ni appareil photo, qui veut approcher le cerf avec l'intention de le voir, il se concentre sur la recherche d'animal. Il émet les mêmes ectomones. Et si le vent tourne et que le vent va vers le cerf, il sent tout de suite des ectomones. Et là, c'est un prédateur. Alors là, on s'en va. Vous voyez ? Et si ça se répète trop souvent, le gars qui suit les traces d'animaux en disant « je vais les suivre », puis à un moment donné, je vais voir le cerf. C'est pareil. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose de subtil que les gens ne savent pas, mais qui est très important. Et si vous avez une foule de prédateurs comme ça dans la forêt, ça fout la pagaille. Les cerfs ont peur. Ça, il y en a partout. Hein, si vous avez plein de chasseurs, des photographes, des gens qui veulent les voir, etc. Mais ça devient infernal. C'est comme s'ils partaient à la boucherie. Donc, ça crée un gros stress. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Et c'est des choses qu'il faut savoir. J'imagine que la chasse durant la période de brame peut également stresser les animaux. Quel est votre regard vis-à-vis justement de la chasse durant cet événement ? En période de brame, si elle est pratiquée sérieusement, le problème, c'est qu'on a des quotas à faire. Hein. Si on pouvait dire c'est pas grave, je les ai pas faits, ils sont bien où ils sont, non. C'est qu'on vous dit, il vous manque 2 cerfs, il vous manque 3 biches, il vous manque ceci, cela. Encore une fois comme ça, et puis on vous résilie le bail. Et on engage quelqu'un d'autre, une autre compagnie de chasse ? Oui. Bon, alors, ça peut... C'est une menace qui plane sur nos têtes. Donc, on fait tout pour réaliser nos plans de chasse. Donc, le brame, c'est une période qui est favorable pour peut-être voir des cerfs qu'on ne verrait pas. Ça peut être des grands cerfs, vieux cerfs qui se cachent, qui sont d'une prudence extrême. C'est pour ça qu'ils ont pu vieillir, qui sont quasiment invisibles. On les appelle les fantômes de la forêt. Mais ça peut être aussi des cerfs qui ont des problèmes, qui ont des blessures, un handicap, ou un déficient, ou voire un orphelin, ou des choses comme ça. C'est ceux-là, c'est une bonne chose de pouvoir les tirer. Mais comment explique-t-on le fait qu'on ait le droit de tirer des cerfs en période de brame dans certaines régions et pas dans d'autres ? Alors, c'est des cultures, c'est des comment dirais-je, des réglementations départementales. Une fédération peut dire on n'en fait pas. Et il faut avoir cette culture-là pour le pratiquer. Si vous, d'un seul coup, vous dites à des gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller, ils ne vont pas respecter tout à fond comme ça. Donc, il y a des départements qui ont la culture, c'est l'influence germanique ou autre, d'autres pas. Et ils n'optent pas pour cette chasse-là parce que ça ne les intéresse pas. Eux, c'est les chiens courants, tout, voilà, c'est la musique des chiens, c'est bien aussi, hein, mais tout est bon hein, comme technique de chasse, mais il faut le faire avec intelligence. Comme menace qui pèse sur le cerf et les habitats auxquels il appartient, il y a également le changement climatique. Est-ce que vous avez pu observer un certain impact justement sur cette espèce ou les habitats qu'il fréquente ? Alors, je vous l'ai dit, la force du cerf, c'est son adaptation à tous les problèmes. Et là où il ne s'adapte pas du tout, c'est face au stress. Mais le reste, il s'adapte bien. Et alors, la conséquence, c'est que le brame est plus précoce. On a gagné 1 semaine par rapport à ce qui existait il y a 50, 40 ans. Mais quand il fait trop chaud, le cerf est fatigué, il ne s'abrame pas aussi bien. Ce qui est bon, c'est le froid sec du matin. Il y a toujours un peu d'humidité, hein, mais quand il pleut, il tombe des cordes, c'est pareil, ça ne brame pas, c'est pas terrible. Mais un froid sec, c'est bon pour les entendre. Et en plus, les sons sont mieux transmis quand c'est un temps comme celui-là que quand c'est un temps pourri. Et enfin, en observant la façon dont évoluent les choses, comment imaginez-vous l'avenir du cerf en France dans 20 ou 30 ans ? Alors, je ne veux pas être pessimiste parce que le cerf, de toute manière, il sera toujours là.
Je l'ai dit, ça fait 300 000 ans qu'il a réussi à passer, et ce n'est pas nous qui allons l'arrêter, du jour au lendemain. Mais il y a une volonté profonde de réduire les populations, ça c'est sûr, elles seront réduites. La colonisation actuelle, elle est pratiquement à son maximum. Il y a encore quelques petites régions qui peuvent être colonisées, mais au niveau de l'Hexagone, on a pratiquement des cerfs. Pas partout, il y a encore des taches blanches, mais ça va peut-être venir petit à petit. Mais il y aura des quantités plus faibles. Bon, c'est pas plus mal, hein, mais il n'est pas loin, il n'est pas près de disparaître, ça c'est sûr. Et je ferai tout, moi, mon possible pour qu'il ne disparaisse pas. Mais je suis optimiste, il ne disparaîtra pas, mais il sera en quantité plus faible. Merci beaucoup Jean-Pierre Briot d'avoir partagé avec nous votre éclairage sur l'évolution et la gestion des populations de cerfs en France. Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu m'exprimer, avec des gens très sympathiques d'ailleurs, et puis d'essayer de transmettre quelques messages, d'avoir transmis quelques messages aux chasseurs et aux non-chasseurs, notamment en ce qui concerne la génération du stress par des attitudes qui ne sont pas toujours les bonnes. Et si les gens sont conscients qu'on peut faire mieux, eh ben, je suis convaincu qu'ils feront mieux.